Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif et voici notre sommaire du jour. Mon invité c'est Benoît Yamunje, directeur général de 15, entreprise de location de vélos qui est aujourd'hui présente dans une dizaine de pays. On verra comment déployer cette mobilité douce en dehors des grandes villes. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur les enjeux de santé mentale dans le monde du travail. Le plan santé mentale a été décrété grande cause nationale par le Premier ministre, on verra ce que ça pourrait changer pour les entreprises. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Everdye et ses solutions de teinture textile à la fois moins polluantes et moins gourmandes en énergie, mobilité, santé mentale, habillement, 3 grands thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Benoît Yamunje. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de 15. Ça fait quoi, une quinzaine d'années, plus de 15 ans d'expérience. Si on doit faire à la fois un bilan et puis un point d'étape, vous en êtes tout du développement de 15 ? Alors, donc 15, on est une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui déploie des systèmes de vélos en libre service. Ouais. Donc, on s'adresse aux collectivités et aujourd'hui, en termes de développement, on continue de se déployer en France, où on a beaucoup de villes sur lesquelles on est partenaire, et aussi à l'international, en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays. En préparant l'émission, j'étais assez surpris parce que bon, on dit vélo en libre service, ok. Vous avez déposé pas mal de brevets. Enfin, c'est un métier d'innovation. Alors, je veux bien. Quelles innovations? De quoi on parle? C'est un métier d'innovation. Alors, nous, notre activité, c'est vraiment de concevoir l'ensemble des systèmes qui sont nécessaires au vélo en libre service. Donc, c'est à la fois le matériel, les vélos, les stations de recharge qui vont permettre de recharger les vélos, de les stationner dans l'espace public, et toute la partie logicielle qui permet d'accéder à ce service. Donc, à la fois les applications utilisateurs, les applications pour les gens qui font la maintenance des vélos. Et donc, sur ces 3 aspects-là, on a des innovations. Alors, sur la partie borne de recharge, par exemple, on a une innovation où on met les vélos qui ne sont pas accrochés comme des Vélib les uns sur une borne individuelle, mais des vélos qui s'empilent un peu comme des caddies de supermarché, ce qui permet d'avoir une emprise au sol qui est beaucoup plus faible, beaucoup moins de place compact, dans la ville, voilà, qui est beaucoup moins cher, beaucoup plus facile à installer. Donc ça, c'est une innovation matérielle. On a des innovations autour de la connectivité des vélos. Nos vélos sont très connectés, ça permet de les diagnostiquer en permanence, ça permet de savoir dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont en état de rouler, est-ce qu'ils sont au bon endroit, avec des algorithmes qui permettent de savoir où est-ce qu'il faut les mettre pour être le plus efficace possible. Donc c'est ce genre d'innovation à la fois sur le matériel et le logiciel qui a derrière tous ces brevets. Vos vélos, ils sont déployés où? Principalement dans des grandes villes? Le premier axe de déploiement ou de développement de 15, est-ce que c'était tout de suite les grandes villes ou pas? Historiquement, c'est plus les grandes villes, parce qu'historiquement, les grandes villes étaient plus équipées en système de vélo en libre service. Avec notre système, et notamment ce système plus compact et moins cher, on arrive à adresser un besoin de petites villes ou de villes moyennes beaucoup plus facilement. Et du coup, depuis maintenant quelques années, c'est beaucoup plus sur les villes moyennes qu'on se déploie, parce que ces villes, d'une part, ont décidé de s'équiper sur des systèmes de vélo en libre service, ce qui n'était pas le cas avant, et on a un système qui permet de répondre à leurs besoins. Donc on se déploie beaucoup. Aujourd'hui, on est sur 25 villes. Alors, il y a des grandes villes comme Marseille, mais il y a des petites villes aussi petites que Landerneau en Bretagne. Alors, on va prendre ces exemples. Il y a aussi l'exemple d'Auxerre et des communes avoisinantes sur lesquelles on va revenir. Mais sur le déploiement du vélo, j'ai simplifié en zone rurale. C'est l'œuf et la poule, quoi. C'est-à-dire que c'est la demande qui fait l'offre ou c'est parce que une communauté de communes ou un département crée les pistes cyclables que d'un seul coup vous pouvez arriver? Comment vous l'analysez, ça? Alors en fait c'est la combinaison de tout qui fait que la pratique cyclable va se développer sur un territoire. Effectivement, les infrastructures, c'est quelque chose qui est clé dans le fait de pouvoir se développer. Entre l'œuf et la poule, c'est comme attendre que les gens traversent une rivière à la nage pour construire un pont. En fait, non, ils vont juste aller ailleurs. Tant que vous n'avez pas construit l'infrastructure, elle n'est pas utilisée. Donc, c'est vrai que l'infrastructure cyclable est un élément clé pour le développement de la pratique. Donc, il y a un volontarisme des collectivités. Il y a un volontarisme, locales, mais c'est vraiment une combinaison d'infrastructures, de services, et c'est tout ça qui va faire que la pratique va se développer. Prenons l'exemple donc d'Auxerre et je crois une vingtaine de communes environnantes, c'est ça, déployées depuis mai 2023. Donc, on commence à avoir un peu de recul. Justement, quel effet sur la pratique du vélo? Alors, Auxerre, c'est un très bon exemple. On a
combiner 2 services en un seul service. On a combiné à la fois du vélo en libre service classique, c'est-à-dire que vous prenez un vélo pour un trajet, pour 20 minutes, pour 3 km en moyenne à peu près, ou vous pouvez prendre un vélo en location longue durée, c'est-à-dire que vous prenez votre vélo à la station, mais vous le gardez pour vous pendant 6 mois. Okay. Et donc c'est votre vélo personnel, vous rechargez la batterie chez vous et vous l'utilisez comme un vélo personnel. Et en fait, la combinaison de ces 2 services, à la fois la longue durée et le libre service, permet d'adresser des populations différentes, permet d'adresser des besoins différents et permet de développer la pratique encore plus rapidement. Et aujourd'hui, à Auxerre, on a des niveaux de pratique de l'ordre de 2 à 3 trajets par vélo et par jour qui sont des niveaux de pratique de grande ville. Donc ça marche très très bien. Ouais, vous imaginiez que ça marcherait aussi bien. Il y avait une demande forte des habitants. J'essaye là encore de revenir à la question de l'œuf et la poule. Comment finalement une ville, une communauté de communes se dit tiens, on va booster le vélo chez nous, quoi. Je pense que le point de départ, la genèse, c'est la volonté de la ville, de la communauté d'agglomération. C'est vous qui les démarchez ? Alors, nous, on les approche, nous, on les conseille, on les aide au départ. On les aide parfois à donner l'impulsion pour le service. Parfois, la volonté préexiste et on est là plus pour les accompagner sur la manière de traduire ça. En l'occurrence, il y avait une vraie volonté qui existait sur le territoire. Nous, on a présenter ce qui était faisable et notamment cette combinaison qui est un peu unique dans le milieu de combiner l'allocation longue durée et le libre service dans un seul service. Et ça a vraiment résonné dans les besoins de la ville et dans le fait d'adresser des populations différentes. Vous disiez, il y a une ville encore plus petite. C'est Landerneau en Bretagne. Landerneau, voilà, je savais que c'était en Bretagne et le nom me revenait pas. Alors Landerneau, c'est combien d'habitants et quel service ? Alors Landerneau, ça doit être à peu près 20 000 habitants. Je pense que l'agglomération doit atteindre les 40-50 000 habitants. C'est aujourd'hui une centaine de vélos, un peu moins de 100 vélos qui sont en circulation. Et c'est aussi un service qui, j'allais dire étrangement, mais qui marche alors qu'on est sur une petite ville. Parce qu'en fait, on a un système qui permet dans des zones où on a des transports publics qui ne sont pas très denses. On n'est pas à Paris, on n'a pas un bus toutes les 30 secondes, on n'a pas un métro toutes les minutes. Et dans ces zones-là, en fait, ce service-là, il apporte de la mobilité en plus, et notamment pour les jeunes. Et donc, ce qu'on voit dans ce genre de zone rurale, notamment, c'est que les jeunes qui n'ont pas forcément de voiture, qui n'ont pas forcément d'autres moyens de se déplacer, vont utiliser beaucoup les services vélo. Alors, il y a un autre exemple que je trouve vraiment très intéressant, c'est avec la région, la Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, parce que, donc, partenariat avec une région, forcément, on est dans une autre dimension, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans une association vélo et train. De quoi il s'agit ? Racontez-nous. Le vélo, sa limite, c'est quand même la distance. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on doit faire 30, 40, 50 km, il a du mal à se suffire à lui-même. Donc, sur des distances qui sont plus longues, le vélo, pour développer sa pratique, on a besoin de le combiner à d'autres modes de transport. Là, l'idée qu'il y a sur Nouvelle-Aquitaine Mobilité, sur Nouvelle-Aquitaine avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui est l'opérateur, l'organisme de gestion des transports de la région, c'est de déployer un système de vélo le long d'une ligne de TER. C'est-à-dire que vous arrivez à la gare par vos propres moyens, avec votre vélo personnel ou avec votre voiture d'ailleurs, vous prenez le TER et sur votre gare d'arrivée, vous avez un vélo que vous allez pouvoir louer pour la demi-journée, pour la journée, et qui va vous servir pendant toute la durée de votre séjour, entre guillemets, sur votre gare de destination. Et donc ça permet d'apporter une solution à des gens qui, avant, prenaient la voiture sur l'ensemble du trajet, parce qu'ils n'avaient pas forcément de solution à l'arrivée, mais le fait d'avoir une solution à l'arrivée du TER permet de rendre le TER lui aussi un peu plus sexy et de se dire finalement maintenant j'ai ma solution, c'est très capillaire, on a un vélo donc on peut aller où on veut sur la zone de destination. C'est le même abonnement, c'est-à-dire je suis abonné pour prendre le TER, je vais avoir le vélo dans la foulée, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a l'abonnement au service vélo qui vient avec. Avec quel défi ? Parce que alors là, on est sur une longueur, la ligne elle fait combien ? Elle doit faire 150 km. D'accord. Et le défi est opérationnel effectivement. Oui, parce qu'il y a combien de stations ? Il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de stations. Alors, il y a sur la ligne de TER, il y a 9 gares. Et des stations où on trouve des vélos. Et après, il y a une station à chaque gare. Et après, dans les grandes villes, sur Royan, sur Angoulême, il y a des stations aussi un peu partout dans la ville. Vous me voyez venir avec ma question, c'est-à-dire que comment vous assurez la maintenance sur 120 ou 150 km et sur une trentaine de stations. C'est effectivement un défi qu'on a moins sur des systèmes classiques. Là, on a tout simplement positionné l'atelier à peu près au milieu de la ligne de TER. Et donc, l'équipe rayonne sur l'ensemble de la ligne avec une organisation qui est effectivement particulière parce qu'on est sur un système qui est tout en longueur, alors que d'habitude, on est sur des systèmes plutôt concentriques.
Et est-ce que l'innovation dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'autodiagnostic, vous sert particulièrement dans un contexte comme celui-là ? L'autodiagnostic, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans les opérations. C'est-à-dire que vous n'allez pas sur une zone en vous disant « je vais regarder l'état du vélo », vous allez sur une zone parce que vous savez que dans cette zone-là, il y a 3 vélos qui sont à réparer, il y a 3 vélos qui on doit faire de la maintenance préventive. Et donc le fait d'avoir ce diagnostic à distance, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace et du coup de cibler et de prioriser vos interventions. Et du coup, sur une zone de cette taille-là, effectivement, c'est assez clé. Ça s'appelle Vélo Modalis, c'est ça ? Vélo Modalis. C'est quoi ? C'est en train de devenir une marque régionale, si je comprends bien. En fait. Exactement, c'est la marque de la région. Donc Modalis, c'est le système, le MAS de la région. Et donc on a utilisé cette marque de la région pour le service vélo. Merci beaucoup Benoît Yamonje et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la santé mentale, grande cause nationale 2025. La santé mentale, grande cause nationale 2025, ça a été annoncé par le Premier ministre Michel Barnier. Quelles conséquences pour les entreprises ? On en débat avec Julie Salomon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la qualité médicale chez CARE. Et Camille Paroutot, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Montmartin. On va commencer par des questions de présentation, tout simplement. CARE, Julie Salomon, c'est quoi ? Alors CARE, c'est une société agréée de téléconsultation qui met en relation des médecins et des patients. On a à peu près 2000 médecins qui travaillent avec nous. C'est tous des médecins qui font quelque chose en présentiel à côté. On respecte les règles. Et on a environ 200 000 téléconsultations par mois. Donc on a une grosse activité et 10% de cette activité se fait en santé mentale. On a 200 psychiatres, quelques psychologues, mais beaucoup de psychiatres, et qui répondent à une vraie grosse demande en santé mentale. Ouais. Alors ça, on y reviendra évidemment dans le détail. Je note 200 psychiatres parce que je vais vous reposer une question là-dessus, c'est mon pense-bête. Mais peut-être, je reste sur une question un peu générale sur la téléconsultation. J'ai pas mal de curiosité là-dessus. Est-ce que ça continue de se développer ? À quelle vitesse ? Est-ce que le fait que... est-ce qu'il y a un lien entre téléconsultation et télétravail, par exemple ? Comment ça évolue ? Alors tout à fait, il y a un lien parce que d'abord, ça évolue en progression au sein des usages, mais il y a une forme de frein aussi qui est exercé par différents acteurs du secteur pour essayer de maintenir une activité présentielle, comme s'il y avait une concurrence. Ce qui n'est pas vrai, mais il y a encore beaucoup de méconnaissance de la façon dont fonctionne la téléconsultation, qui est vraiment une vraie réponse pour les déserts médicaux, pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et pour ce qui est du télétravail, d'abord, c'est le télétravail du médecin. C'est-à-dire que ça permet au médecin de baisser un peu la pression qu'il subit en présentiel et de faire 3-4 heures par semaine chez lui, dans un environnement bien confidentiel qui permet d'avoir un échange adapté pour un échange médical et apporter une expertise médicale à des patients qui sont dans le besoin. Camille Paroutot, présentez-nous Montmartin. Tout à fait. Alors Montmartin, on est un spécialiste de la prévention santé en entreprise, donc on intervient vraiment pour les salariés, pour le coup, qui sont les utilisateurs finaux de nos services. Donc on est nous les vrais partenaires des DRH et des responsables santé ou médecins du travail. Donc on travaille aussi avec certains profils de médecins. Et en fait l'idée c'est vraiment, on a 3 axes. On a donc les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. C'est l'occasion d'un dernier échange avec vous, et la partie addiction, conduite addictive aussi qui se développe beaucoup avec le contexte de santé mentale. Donc nous, on travaille avec des profils assez variés, des psychologues, des ergonomes, des ostéopathes, des sophrologues. Et l'idée, c'est qu'on a une centaine d'intervenants sur toute la France. Elle existe depuis quand, votre entreprise ? On vient de fêter les 7 ans cette année. Donc, voilà. Alors ça m'intéresse parce que moi, le mot santé mentale, j'ai l'impression de commencer à l'entendre sur ce plateau, dans différentes émissions sur Be Smart for Change, depuis, allez, je vais dire 2 ans, peut-être 3. Est-ce que vous ressentez ça aussi ? C'est exactement ce qu'on voit. En fait, quand on a créé la boîte, c'était vraiment la partie TMS, donc vraiment les douleurs et les problématiques d'accident du travail qui ressortaient. Là, ça fait 4 ans que la crise sanitaire, les gens se sont posés beaucoup de questions, remis en question de son travail, du sens de sa vie. Et là, depuis 2 ans, depuis le contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, c'est vrai que
il y a la crise économique qui arrive et ces sujets de budget qui complètent. Et on voit que c'est chez nous aussi le sujet numéro 1 pour lesquels les entreprises font appel à nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le plan santé mentale a été décrété grande cause nationale en 2025 par le Premier ministre, par Michel Barnier. Bon, alors c'est très bien, on n'est pas encore en 2025, on verra ce qui nous est proposé, mais si vous deviez faire une liste de courses ou un monde idéal, vous en attendez quoi d'un plan comme celui-là? Julie Salomon, je commence avec vous. Alors, la santé mentale, c'est vraiment un gros sujet. Ça a beau être un gros sujet de dépenses actuellement, hein, c'est le premier sujet de dépenses de la sécurité sociale, mais il n'est pas suffisamment organisé. Il n'y a pas assez de moyens sur le terrain. Je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que là, je ne vous parle pas de la téléconsultation, je vous parle des hôpitaux. Je suis médecin aussi en hôpital. Et donc, à l'hôpital, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez d'infirmières, etc. Et donc, toutes ces ressources-là qui manquent créent un embouteillage en amont et un retard de prise en charge. Et en fait, en santé mentale, le seul facteur pronostic pour l'évolution d'une maladie en santé mentale, c'est le délai entre le début des symptômes et le début de la prise en charge. Donc plus ce délai se rallonge, plus ça devient lourd, impactant pour l'individu, impactant en coût pour la société. Et la téléconsultation dans ce sens-là a un gros intérêt parce que les patients sont vus plus tôt, parce qu'on fait tomber certaines barrières, certains tabous, par le biais de l'écran qui finalement d'une certaine façon protège. Donc il y a des gens, pardon de vous interrompre, qui n'oseraient pas parler de leurs soucis de santé mentale ou venir demander de l'aide, notamment peut-être en entreprise d'ailleurs, qui osent le faire parce que c'est de la téléconsultation. Absolument. D'abord parce qu'ils sont chez eux souvent. Hein. Ils sont dans un environnement qu'ils ont choisi et qui est sécurisant pour eux. La barrière de l'écran est un effet protecteur. Et puis en plus, il n'y a pas cette étape un peu compliquée à franchir, de prendre le rendez-vous, de franchir le seuil du psychiatre, d'aller dans la salle d'attente ou avec des autres gens qu'on va considérer comme fous, ce qui est plein de clichés, plein de tabous. Et donc le fait d'avoir en quelques clics un professionnel qui peut tout à fait prendre en charge les problèmes qu'on a, les angoisses, les questionnements, mais les pathologies même assez sévères, c'est vraiment énorme. Et en fait, on sent vraiment qu'il y a un raccourcissement de ce délai dont je parlais. Dans le cadre de ce plan santé mentale, au-delà de la grande cause nationale, Camille Paroutot, quel rôle pour les entreprises? Est-ce que c'est un lieu, justement, je parlais de tabou, qui peut être un lieu un peu pivot, un peu central dans ce cadre-là? Complètement. En fait, l'entreprise, c'est un lieu de vie. On y est toute la journée, on y est 7, 8, 10 heures par jour parfois. Et en fait, l'entreprise, elle a un vrai rôle à jouer parce qu'elle va subir les conséquences. En fait, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai en termes de conséquences. Nous, on le voit. Et en fait, en amont, c'est là où les managers et les codires ont un vrai rôle à jouer, d'être sensibilisés, d'être formés à ce sujet, puisqu'ils ont en partie la responsabilité de la santé mentale de leurs équipes. Il faut savoir qu'en France, on a un manager sur 2 qui n'est pas formé au management, donc ça va jouer sur l'organisation, sur la charge de travail de ces équipes, et donc ça va avoir un impact direct. Donc nous, pour répondre à votre question, le rêve du plan de 2025, ce serait qu'on puisse sensibiliser, communiquer, informer chaque manager en France et chaque codir, chaque top management, pour qu'ils soient conscients de l'enjeu de ce sujet et qu'ils aient des clés. Il y a des choses vraiment faciles à mettre en place, en fait. Il n'y a pas besoin de partir 3 semaines en formation. Nous, c'est ce qu'on fait dans des ateliers d'1 heure ou dans des formations la journée. C'est de faire en sorte qu'on ait 5-6 clés à adopter dans son quotidien et qui va avoir un impact pour ses collaborateurs. Votre offre, évidemment, vous l'adaptez à chaque entreprise. Ça rejoint un peu la question que j'ai posée tout à l'heure, mais la part consacrée à des ateliers ou à des conseils, etc., ou à de la prise en charge de santé mentale spécifique, c'est une demande de plus en plus importante, ça prend de plus en plus de place dans votre offre générale? Alors nous, on n'est pas à 10%, on est à 50%. D'accord. Donc c'est vraiment un chiffre très important. En demande entrante, en fait, quand on a un client qui arrive chez Montmartin, aujourd'hui c'est 1 sur 2 qui va avoir des enjeux autour de la santé mentale, des risques psychosociaux. Donc c'est vraiment tous les facteurs qui vont influencer la santé. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de demandes des salariés ou est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà pris en charge le reste et qui se disent maintenant faut qu'on soit plus fort là-dessus? C'est surtout en fait une demande des entreprises qui voient les conséquences en termes de marque employeur, en termes d'absentéisme dans leur quotidien. Et donc on va dire qu'ils sont obligés, les entreprises prennent vraiment conscience de ce sujet et c'est pour ça que le plan Barnier il est vraiment chouette. Cette année on était sur l'activité physique avec les JO. Donc l'année prochaine on voit qu'il y a une vraie prise de conscience et aussi du coup un budget derrière qui est alloué. On peut prendre l'exemple de CARE d'ailleurs, Julie Salomon, vous avez créé un laboratoire d'initiative autour de
la santé mentale, de quoi il Oui, s'agit? alors en fait, d'abord, on a une histoire avec la santé mentale qui est assez ancienne, puisque depuis 2000, alors on existe depuis 2017, mais depuis 2020, on a racheté une société de téléconsultation qui s'appelait Doctopsy, et qui faisait que de la santé mentale. Donc c'était déjà un intérêt qu'on avait. Et on s'est rendu compte, en plus, la moyenne d'âge de nos collaborateurs, c'est 30 ans. C'est une génération qui est hyper sensible et hyper prête à parler de ces sujets-là. Moins de tabous que les générations précédentes, ouais, on dirait. ouais. Et puis, on le confirme aussi parce qu'on a des partenaires qui sont des universités, parce qu'ils ont besoin justement de se relayer par la téléconsultation pour ces étudiants qui sont assez mobiles, d'avoir une prise en charge pour la santé physique et mentale. Mais la santé mentale est très importante dans les demandes qui émanent de ces universités. Donc, ces universités qui font les étudiants d'aujourd'hui, c'est les travailleurs de demain. Et c'est, bon, avec le temps, ça devient aussi les travailleurs d'aujourd'hui. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, on s'est dit que pour bien aider les patients, il fallait que les médecins soient confortables aussi, et donc que nous, collaborateurs de CARE, on prenne soin des médecins avec qui on travaille. Et donc, pour prendre soin et pour sensibiliser les collaborateurs à la problématique de la santé mentale et du bien-être mental, on a considéré que c'était pas mal aussi de se regarder le nombril et de faire notre travail en interne. Donc, on a la chance d'avoir une personne qui s'est formée au premier secours en santé mentale et qui a formé 40% des collabs de la boîte. Ça continue encore. On a des sessions, c'est des sessions de 2 jours, donc c'est un investissement de la part de l'employeur de libérer 2 jours de temps. Et ça a des effets très concrets, puisque ne serait-ce que le service client qui interagit avec les patients et les médecins ont changé leur modalité de réponse suite à ces formations, ces ateliers. On est également en train de déployer une fresque sur la santé mentale au travail pour essayer de sensibiliser de façon plus brève les managers et les collaborateurs qui n'auraient pas le temps de faire 2 jours de formation pour les PSSM. Et tout ça, ça contribue à faire prendre conscience de la nécessité d'être attentif et de prendre part à l'équilibre de la santé mentale de l'entreprise dans son ensemble. Quand vous dites premier secours en santé mentale, oui, c'est une expression qui peut m'étonner. Il y a des signes... des symptômes à détecter en quelque sorte, et puis ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le repérage précoce, sur le diagnostic précoce. En fait, donc, dans cet atelier, l'idée c'est d'abord de détabouiser, parce qu'on est encore quand même face à un gros tabou, plein de gens qui n'osent pas, qui ne se sentent pas légitimes, qui ont l'impression que leurs problèmes ne sont pas assez importants. Et donc en formant les collaborateurs, on les forme à l'écoute. Déjà, à ne pas s'effrayer quand ils entendent des gens qui auraient des petits coups de mou ou des idées un petit peu plus sombres. Et peut-être leur donner une capacité d'agir. C'est un peu comme pour l'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en souffrance quand on n'agit pas, mais quand on agit, même à son échelle, on se rend compte qu'on a une maîtrise du sujet, et du coup, ça dédramatise et ça désangoisse. Et donc pour les collaborateurs, de se sentir un peu acteurs et soutenants de leurs proches, parce que ce n'est pas forcément pour leur activité au sein de l'entreprise, c'est évidemment pour leurs proches, ça les apaise aussi pour eux-mêmes. Enfin, ça a plein de vertus. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et on suivra évidemment ce que pourra nous proposer le Premier ministre sur cette grande cause nationale. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec Philippe Berland, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Everdye, entreprise qui a été créée en 2021. Alors vous venez de devenir le patron de l'entreprise, mais vous avez d'abord contribué à la financer. Qu'est-ce qui vous avait séduit à l'époque ? Écoutez, tout simplement, j'ai une carrière assez longue dans l'industrie textile, et en tant que patron de marque ou d'entreprise, on est soumis à la question de décarboner, dépolluer notre activité. Vous savez que le textile est une activité fortement polluante, on pourrait y revenir. Et quand on est patron d'entreprise, on n'a pas forcément tous les moyens de faire changer l'ensemble de la filière qui produit cette pollution. Voilà. Et donc, quand j'avais été exposé à ce dossier, Everdye, c'était quelque chose de naissant, j'y avais vu le potentiel d'une éventuelle solution à grande échelle pour notre industrie, et c'est ça qui a amené qui a piqué mon intérêt, et j'ai décidé d'investir un petit peu d'argent pour les aider au départ. Et vous voilà président d'Everdye, donc une start-up de la chimie verte, on peut dire ça comme ça. Avec quelles innovations ? Qu'est-ce qu'elle a en quoi elle change le modèle en quelque sorte ? Alors, Everdye, c'est l'invention d'un procédé de teinture complètement nouveau, puisque la teinture, c'est dans l'industrie textile la phase de production qui est la plus polluante. Voilà. Je lisais en préparant l'émission,
teinture textile, pardon, responsable de 20% de la pollution des océans, plus de 50% de l'empreinte carbone de l'industrie de la mode. Exactement. On est au cœur des enjeux, quoi. Souvent, on montre du doigt la mode en disant que c'est le 3e secteur le plus polluant de l'ensemble de l'économie, et c'est vrai. Et à l'intérieur de ça, la teinture, c'est vraiment un fléau. On a tous en tête les images de ces teintureries qui, installées dans tel ou tel pays moins avancé que le nôtre, par exemple, ces teintureries rejettent beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques. Donc, c'est des questions de santé publique, c'est des questions de destruction de la biodiversité, c'est des questions de consommation et de pollution des eaux. On sait que c'est une ressource qui deviendra rare. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement polluant et dommageable. Et donc, ce que l'entreprise, et en particulier sa fondatrice, Amira Ayrock, a inventé, c'est un nouveau procédé de chimie verte qui permet de diminuer fortement l'impact carbone, d'abord parce que la teinture va beaucoup plus vite que les procédés traditionnels et se fait à température ambiante. La teinture, normalement, c'est des procédés à 90 degrés pendant presque 10 heures, 8 heures. Enfin, il y a tout un tas de cas, évidemment, mais pour fixer les idées, l'ordre de grandeur. Et nous, on passe dans les machines de teinture à peu près 3 à 4 fois moins de temps et à des températures ambiantes. Donc, ça fait fortement chuter la consommation d'énergie. Et en plus, l'eau qui sort de ces bains de teinture est quasiment propre. Donc, vous avez un avantage énorme. Et le dernier avantage, c'est que le pigment, le colorant qui est l'objet de l'invention, est fabriqué, synthétisé à partir de matières biosourcées et non plus issues des hydrocarbures et donc de la consommation de fossiles. Oui, alors justement, revenons sur ces éléments naturels, en quelque sorte, que vous utilisez. De quoi on parle ? On parle de cellulose, tout simplement. La cellulose, c'est quelque chose qui est extrêmement abondant dans la nature, puisque c'est la constitution de quasiment tous les végétaux. Et nous, on extrait de cette cellulose la nanocellulose, qui est, on va dire, le brin élémentaire de cette cellulose. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le secret ni dans la technique, mais à partir de là, on crée un espèce de véhicule qui va porter le cristal. Le cristal, c'est l'oxyde de fer, par exemple, qui va permettre de porter la couleur. Donc, on a une espèce de véhicule qui porte la couleur. Okay. Et ce véhicule, il sait s'accrocher par le procédé inventé sur la fibre que l'on souhaite teinter. La fibre que l'on souhaite teinter, c'est soit des matières naturelles, elles-mêmes constituées de cellulose, donc on comprend que ça s'accroche plus facilement, et puis ou des matières plus synthétiques qui ne sont pas de la cellulose, mais qui sont aussi des chaînes carbonées, qui, par la chimie, voilà, on arrive à s'accrocher beaucoup plus facilement que les teintures traditionnelles. Question alors de base, je suis peut-être à côté de la plaque, mais est-ce qu'on peut avoir autant de couleurs, autant de teintures possibles qu'avec les teintures classiques ? Alors, je vais vous répondre très simplement. Aujourd'hui, non, parce qu'on est une start-up, on n'a que 3 ans d'existence, et c'est tout le travail que l'on a à faire à partir de maintenant, c'est de déployer. Alors aujourd'hui, on a quand même 3 couleurs qu'on a réussi à valider. Quand je dis valider, c'est qu'elles sont avérées, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont utilisables à grande échelle, à l'échelle industrielle. Et c'est le jaune, le marron et l'orange, voilà. Et on est en train de travailler sur les grandes autres couleurs, les grands types de couleurs, le bleu, le rouge, le noir, et on les aura l'année prochaine. Et après, ça marche comme de la peinture. La peinture n'est rien d'autre qu'un pigment, des pigments que l'on mélange, et avec une palette, on peut ainsi créer une infinité de coloris. Un dernier mot sur la prise de conscience. Elle existe, vous avez encore l'impression de prêcher dans le désert ? Alors, il y a différents niveaux de prise de conscience. Vous avez des entreprises qui, soit spontanément pour certaines, voire nativement, des entreprises, des marques se sont créées sur le concept d'éco-responsabilité. Je pense qu'à peu près toutes les marques s'y mettent, plus ou moins sincèrement, plus ou moins vite. La réglementation va faire qu'elles vont y être obligées de plus en plus. Donc voilà, c'est une industrie qui est en mouvement, mais encore une fois, j'étais encore dans cette position il y a quelques mois. Quand vous êtes à diriger une entreprise qui fait des produits, qui met sur le marché des produits textiles, les vraies solutions qui apaisent drastiquement votre pollution, c'est pas si évident. Voilà. Donc, c'est en amenant de nouvelles solutions qu'on va, je pense, accélérer le mouvement de dépollution de notre industrie. Merci beaucoup, Philippe Berland, et bon vent à Everdye. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.